Bienvenue à tous. Si c'est maintenant vous rejoignez la grande famille des téléspectateurs de votre émission Lundi Politique, où nous recevons en première partie, donc, disons, docteur honorable Innocent Kagbara. Les téléspectateurs ont commencé par appeler. Nous allons prendre le premier. En même temps, vous êtes en direct sur Afro TV. Allez-y. Allô? Oui, vous êtes en direct. Allez-y. Oui, bonsoir, oui. Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais m'incliner dans la prière et le recueillement face à la disparition qui nous a été annoncée depuis hier face à la disparition de ce grand homme qui a été... donc c'est Philippe Amédodji depuis la Belgique. Oui. De ce grand homme qui est Gabriel Vincent Odouaguiome. Et paix à son âme, j'ai une pensée émue pour les membres de sa famille, d'abord, ses enfants, son épouse. Tout le monde sait que depuis 4 ans, il a dû s'exiler pour préserver sa vie. Et il est décédé loin de sa famille biologique, à 69 ans ou à 70 ans. Ce qu'un papa aurait souhaité, c'est de vivre et de voir grandir ses enfants ou ses petits-enfants. Malheureusement, il n'a pas eu droit à cela. Ce qui m'interpelle lorsque je vois mon frère et ami Innocent Kagbara, député de l'Assemblée, ce qui m'interpelle, c'est le côté, l'honorable Kagbara me le pardonnerait, le côté inhumain de la politique togolaise. J'ai une question directe à poser aux députés dont le mandat est expiré, mais qui a été député pendant 5 ans au Togo. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale togolaise a fait depuis que ce conflit-là est intervenu? Il a dit tout à l'heure que dans le règlement intérieur de l'Assemblée, il y a une série de dispositions par rapport lors du décès, si jamais un député en fonction ou un ancien député ou président, un ancien président de l'Assemblée venait à décéder. Oui. Est-ce que nous, les Africains, il dit qu'il incarne la nouvelle génération. Est-ce que cette nouvelle génération est celle qui célèbre, qui adule les morts, ou bien est-ce que nous, les Africains, on va changer de mentalité pour, comme le dit souvent d'ailleurs, et j'espère qu'il se prononcera directement, est-ce qu'on va commencer à s'aimer vivant? La politique au Togo est devenue, c'est une chasse aux sorcières. Est-ce bon? Qu'est-ce que l'Assemblée, pour poser ma question, depuis que ce conflit-là a été déclenché au lendemain de l'élection présidentielle du 20 février 2020, qu'est-ce que l'Assemblée nationale, où votre invité est présente, qu'est-ce qu'elle a fait pour que ce problème-là soit résolu? On est à la veille de nouvelles élections. Et on sait que au lendemain des élections, c'est toujours des protestations, des répressions, des exils qui se pointent. Qu'est-ce que l'Assemblée a fait? Aujourd'hui, nous pleurons quelqu'un, qui a été contraint à l'exil. Est-ce que on va au Togo rester dans ce cercle vicieux où des gens qui protestent, sont traqués, obligés de fuir en exil, et que d'autres personnes au Togo, occupant des fonctions où ils pourraient dénoncer ce qui se passe, ne le font pas et au décès viennent pleurer sur les antennes? C'est ma question. Merci de nous avoir appelé, M. Philippe Amédodji. Je pense que l'honorable député a saisi votre question. Il va répondre dans un instant à l'autre. Honorable, vous avez écouté donc la question donc, de notre téléspectateur. Oui. C'est oui, allez-y. Oui, ben, je remercie M. Philippe Amédodji qui appelait depuis la Belgique pour sa question, mais je vais lui répondre en disant que le sieur Agbome lui-même, il avait saisi la session de l'UIP qui est chargée des questions de droits de l'homme
Et la commission qui devait se réunir s'est réunie, a tranché, parce que c'était un conflit opposant le docteur Agboome au gouvernement togolais. Et cette commission avait tranché sur cette question en disant que ce n'est pas un problème lié à l'Assemblée nationale, mais c'est un problème lié à son positionnement politique et qui fait que les actes posés après l'élection présidentielle peuvent être vus comme des actes attentatoires ou bien des actes qui vont à l'encontre de la sécurité de l'État. Et sur cette question, c'est plus ou moins délicat puisque ce n'est pas une question liée au Parlement. Il y a eu des groupes de pression, il y a eu des négociations avec la DMK et je crois que ça n'a pas abouti. Et aux dernières nouvelles, le sieur Agbeome devait rentrer au Togo. Je ne sais pas si une entente a été trouvée avec le gouvernement togolais, mais en ce qui nous concerne, nous pensons que nous incarnons cette nouvelle façon de faire la politique où il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Nous parlons de nous. Ceux qui dirigent, si le sieur Agbeome il était là, il allait parler en son nom. Maintenant, il n'est plus là, nous pleurons son départ. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas sensibles à ce qui lui est arrivé, le fait d'aller à l'exil. Mais c'est un problème politique, c'est un problème purement politique. Des fois, je crois que certains de nos compatriotes posent des questions avec beaucoup d'émotion, ce que nous pouvons comprendre, mais eux-mêmes, ils ont la réponse, puisque c'est une question d'abord non seulement de rapport de force, mais c'est une question de positionnement et c'est une question des propos que vous tenez qu'on peut vous reprocher et qui peut faire l'objet d'un procès. Donc, le sieur Agbeome, il y avait une procédure au niveau du Parlement togolais, il s'est fait représenter et après, il est parti en exil. Donc, c'était maintenant une question politique qui devait être traitée entre son mouvement et le gouvernement togolais. Et nous avons souhaité, même dans le cadre des discussions du CPC, que ces gens reviennent à la table de négociation pour qu'on puisse trouver des solutions. Et tout ce qu'ils ont demandé, ils ont fait comme réclamation, c'était inscrit dans l'ordre du jour de nos sessions du CPC. Et nous avions commencé par discuter de ces points-là les uns après les autres. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Nous, on a fait en ce qui nous concerne ce que nous pouvons faire au niveau du cadre permanent de concertation. Maintenant, le mouvement était en discussion avec le gouvernement. Donc, ça, c'est... Et je rappelle à M. Amedodji que la dynamique n'a même pas voulu que nous, les autres partis politiques, qu'on fasse partie des discussions avec le gouvernement. Ils ont demandé une certaine exclusivité entre eux et le régime, alors qu'il y avait un cadre de discussion. Donc, dans ces conditions, qu'est-ce que nous, on peut nous reprocher? Je crois que nous avons quand même joué notre rôle au niveau du CPC et franchement, nous incarnons une nouvelle façon de faire la politique avec de l'humanisme, du pragmatisme, avec des valeurs. Et nous, le départ d'Agbeome est un choc pour nous. Donc, c'est pas parce que nous ne sommes pas dans son parti, ou qu'on ne fait pas partie de la DMK, qu'on va nous reprocher de ne pas avoir de sieur Agbeome. Donc, vraiment, je suis désolé, je comprends son émotion. L'émotion est partagée avec l'ensemble de nos compatriotes, mais nous avons discuté de ces sujets lors de nos sessions du cadre permanent de concertation. Et la DMK n'a pas voulu nous associer. Ils ont demandé une certaine exclusivité avec le gouvernement dans leur dialogue. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'ils ont pu discuter? Est-ce qu'ils ont trouvé un point d'entente pour que les exilés reviennent? Ou bon, nous, on ne sait pas. Donc, il revient peut-être à la DMK de répondre à cette question. Sinon, nous, en ce qui nous concerne, je crois que nous avons fait ce qu'il faut et nous incarnons véritablement, comme je l'ai dit, une nouvelle façon de faire la politique. Merci, je crois que notre invité a répondu à la question. Monsieur Amedodji, vous nous suivez depuis Bruxelles. Alors, vous avez muté votre micro. Je ne sais pas si vous avez une autre question pour notre invité. Sinon, on peut avancer avec l'actualité africaine. Allô? Merci à vous aussi de nous avoir appelés. Alors, merci à vous, tous ceux qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. Vous êtes en direct sur AfroWeb TV et nous recevons honorable député à l'Assemblée nationale togolaise et président du PDP, honorable Innocent Kagbara, merci. Direction le Tchad, où le 6 mai sera donc les élections présidentielles, où sont prévues les élections présidentielles. Il y a de cela quelques jours.
le Tchad a perdu aussi un opposant du nom de Yaya Dillo, qui n'est plus aujourd'hui de ce jour. Nous savons aussi que Sucé Masra est le Premier ministre et dans quelques heures, disons dans quelques jours, nous passerons de la transition à l'ordre constitutionnel. Si le président Mahamat Idriss Déby remporte donc les élections le 6 mai prochain, serons-nous en train donc de passer à une dynastie père et fils, honorable Innocent Kagbara? Bon, il revient aux Tchadiens de décider, mais tout ce que moi je peux aborder, c'est un peu ce deux poids, deux mesures de la France. Et quand M. Déby, fils, a annoncé sa candidature, nous n'avons pas vu de tollé au niveau de la France, nous n'avons vu aucune condamnation au niveau de l'Union européenne. C'est encore le deux poids, deux mesures. Et cette façon de faire la politique en Afrique ne nous permet pas de nous faire respecter. Il a fait un coup d'État, c'était un régime d'exception. Normalement, c'est établi que quand vous faites la transition, vous ne devez pas être candidat. Sur quelle base, lui, il peut être candidat? Et nous pouvons reprocher, par exemple, au régime de la Guinée, au régime du Burkina Faso, au régime du Niger, au régime du Mali de ne pas être candidat. La France et le Tchad ouvrent un boulevard pour l'ensemble des militaires de l'Afrique de l'Ouest pour être candidats. Et ça, nous le dénonçons un peu avec la plus grande vigueur. Alors, en lieu et place de Sucé Masra et de Yaya Dillo, ou donc du Parti des Transformateurs, l'opposition a-t-elle une chance aujourd'hui de remporter les élections le 6 mai prochain? Oui, ben, là, ils peuvent créer la surprise. Je crois que si les gens se déplacent pour sanctionner la famille Déby, pour sanctionner la France, ils peuvent renverser la tendance. Mais il est clair et établi que c'est le candidat de la France. Ils l'ont mis là pour faire la transition. Maintenant, il est candidat. Et c'est très difficile de battre le candidat Déby quand vous avez de telles conditions. C'est véritablement difficile. Maintenant, il revient au peuple tchadien de prendre son destin en main. Maintenant, si c'est Déby fils qui fait leur affaire, bon, maintenant on verra. Mais dans ces conditions, et surtout avec la France, il est difficile de battre le fils Déby. Soyons réalistes. Si nous sommes réalistes, quel avenir, à quoi s'attendre véritablement le 6 mai prochain, selon vous, en tant qu'homme politique et député à l'Assemblée nationale togolaise, et puis président de parti politique, faisant partie de l'opposition, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre le 6 mai prochain au Tchad? Non, moi, je vous donnerai mes impressions en tant que quelqu'un qui a une certaine lecture africaine de la politique du Tchad. Et pour vous dire que c'est déjà décidé à l'Élysée que le fils Déby prenne la place du père après la transition. Donc, le boulevard lui est ouvert et tout ce qui constitue des obstacles, on va les dégager et on fera en sorte qu'il soit élu. Maintenant, c'est peut-être le score qu'il faut attendre. Honorable Innocent Kagbara, nous changeons de registre aujourd'hui dans cette émission pour parler donc de votre voyage. On vous reçoit depuis la Russie et vous êtes à la tête d'une délégation. Le Togo est présenté au sommet de la jeunesse à Sochi du 1er au 7 mars avec 15 jeunes Togolais. Et en quoi consiste ce voyage encore de Honorable Innocent Kagbara? Vous êtes toujours entre deux avions. Et quel est l'objectif donc de votre visite au niveau de la Russie? Oui, nous sommes en Russie dans le cadre d'un sommet mondial de la jeunesse qui regroupe près de 25 000 participants festivaliers qui sont venus des quatre coins du monde. Honorable, il y a un petit problème de connexion avec Honorable Innocent Kagbara que nous recevons depuis la Russie. Dans le conseil. Allez-y, il y a. Les gens qui sont dans le conseil. Donc, nous, au niveau du Togo, nous sommes une vingtaine de jeunes. Nous sommes responsables, chefs de délégation. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire des partenariats. Partenariats entre... Il y a toujours un petit problème de connexion. Merci de partager, partager cette émission avec les uns les autres. Il y avait un petit problème de connexion. Vous pouvez continuer et terminer. Il y a également des bourses que la Russie met à la disposition de la jeunesse africaine. Donc, les jeunes sont venus ici pour voir quelles sont les opportunités qu'ils peuvent saisir. Alors, d'ores et déjà, vous avez fait déjà 3 jours, disons 2 ou 3 jours en Russie. Quelles sont les opportunités qu'ils peuvent avoir, ces jeunes-là? Et quelle est la vision que vous avez déjà à l'horizon donc de ce festival auquel vous participez?
Moi, je crois qu'en ce qui me concerne, ma délégation, les gens sont beaucoup plus intéressés avec les bourses. Les bourses, parce que dorénavant, la Russie donne beaucoup de bourses à l'endroit des étudiants internationaux. Donc, il nous revient de saisir ces opportunités, de voir quelles sont les conditions, de remplir les conditions pour pouvoir obtenir une bourse en Russie. C'est une année de langue et après, vous faites votre formation en russe. Et je crois que les jeunes Africains peuvent saisir cette opportunité. Il y a également le transfert de technologie en matière de recherche, en matière d'agriculture, en matière de tourisme, en matière d'industrialisation et en matière de transport. Donc, chacun, en fonction de son activité, peut trouver des partenaires. Alors, je vais poser un peu plus une question par digression. Vous avez dit les domaines précis, mais à quoi s'attendre avec ces jeunes-là qui ont effectué ce voyage aujourd'hui en l'honneur du Togo et qu'attendez-vous de ces jeunes-là, vous qui êtes à la tête donc de cette délégation? Non, qui puisse trouver des partenaires, qui puisse trouver des partenaires de par le monde. Vous savez, le voyage enrichit. Le voyage enrichit et nous, notre vision, c'est de démocratiser le voyage. Il faut que le jeune Togolais ait la possibilité de pouvoir voyager, aller créer des partenariats avec l'extérieur et que nous puissions démocratiser ça, véritablement. Et que nous puissions faire affaire aussi bien avec les Occidentaux que les Russes. Donc, c'est pour ça, nous pensons que le monde de demain que nous voulons construire, c'est un monde multipolaire. C'est un monde où nous pourrons faire affaire avec tout le monde. Et si les Russes nous offrent des opportunités, nous allons les saisir. Nous saisissons également cette opportunité pour dire merci à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore membre de la famille d'Afro-Web TV. Honorable Innocent Kagbara, nous sommes à la fin donc de cette partie. Quelle est votre conclusion? Que pouvons-nous retenir par rapport à ce voyage où vous conduisez donc des jeunes Togolais en Russie? Non, mais c'est un festival international de la jeunesse où les gens sont venus d'horizons divers. Vous entendez les gens parler arabe, chinois, espagnol, russe, et ça fait la beauté de ce monde multipolaire que nous voulons construire. Il y a des opportunités. Nous, en tant qu'Africains, nous sommes comme une femme que tout le monde cherche à courtiser. Donc, en tant qu'Africains, nous irons là où il y a toutes les opportunités et nous allons ouvrir ces opportunités à la jeunesse togolaise. C'est ce que nous pouvons retenir de notre passage ici à Sochi. Merci à vous d'être avec nous pour cette émission Lundi Politique. La deuxième partie donc sera consacrée sur la thématique de ce jour où le Parti démocratique et panafricain donc nous propose la construction d'un hôpital de niveau 3 par région du pays. En quoi consiste cette proposition? Nous en saurons beaucoup plus donc au cours donc de la seconde partie. Et on revient juste après cette courte pause et puis avec cette vidéo introductive concernant la thématique de ce jour.